À 28 ans, je faisais face. Seul. Avec Émilie. Chaque jour était un combat. Pour un toit, pour un repas. Le système, il m'a jugé. Quand la vérité a éclaté. Pas la leur. Mais la mienne, celle de ma fille. L'argent, il manquait toujours. Mais l'amour, il débordait. Pourtant, on m'a accusé. D'une trahison. Une trahison familiale. Inimaginable. Le coût. C'était bien plus qu'une fortune. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Sarah Dubois. J'ai passé la soixantaine. J'avais toujours cru qu'une fois mes enfants élevés, ma vie n'aurait plus de regrets. Mais un jour, j'ai réalisé que certaines choses, on ne les reçoit pas toujours en retour, même quand on les donne sans compter. Il y a bien des années de cela, je n'avais que 28 ans. Émilie, ma fille unique, en avait 5. Une petite boucle blonde, des yeux bleus grands ouverts sur le monde. C'est elle, ma lumière. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. La lumière blanche et crue de la salle d'échographie de l'hôpital départemental de la Loire. L'air était froid. J'étais assise, le dos courbé, tenant la main minuscule d'Émilie. Elle était allongée sur la table d'examen, son petit ventre pâle, exposé au gel froid de la sonde. Le docteur Antoine Chevalier, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, faisait glisser l'appareil sur la peau fine de ma fille. Son visage, jusque-là neutre, se figea. Il ralentit son geste. Mon cœur se mit à battre la chamade. Un battement sourd, pesant. Did you feel it move, doctor, chuchota Émilie, ses yeux bleus fixés sur le sien, plein d'une peur que je ne comprenais pas encore, mais aussi d'une étrange connaissance. The thing inside me. Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, docteur, vous l'avez senti bouger? Mon petit compagnon. La chose qui est dans mon ventre. Le docteur Chevalier garda son calme, mais je voyais l'alarme dans ses yeux. Cette alarme s'est gravée en moi. Il détourna son regard de l'écran. Lentement. Ses doigts se retirèrent. Je vis ses lèvres s'ouvrir, presque imperceptiblement. Un murmure. Puis, une voix plus ferme. Madame Dubois, je dois appeler les secours. Mes mains se sont glacées. Les secours? Pourquoi faire? Pour Émilie? Le monde autour de moi s'est mis à tourner. Un vertige. Mais pour comprendre ce moment, ce chaos soudain, il faut remonter le temps. 3 mois plus tôt. Ces 3 mois, je les ai vécus comme un funambule sur un fil tendu, au-dessus du vide. Chaque jour était une bataille. Une bataille silencieuse. Le soleil de l'après-midi, teinté de poussière, traversait les fenêtres de notre petit appartement à Sainte-Marie-sur-Loire. Émilie, ma petite boucle blonde, était assise sur le tapis. Elle disposait ses poupées en demi-cercle, son public silencieux. Ses boucles rebondissaient quand elle se penchait, leur chuchotant des secrets. La plus petite des poupées. Elle avait un bras cassé. Une fêlure sur le visage. C'était sa préférée. Elle l'appelait Miranda. Miranda, tu as faim, toi aussi, lui demandait Émilie, tapotant son propre ventre. Mon ventre, il fait des drôles de bruits aujourd'hui. Il bouge bizarrement. La maison était vide. Seul le silence lui répondait. Sur la porte du réfrigérateur, une note, écrite de ma main, lui rappelait « Maman sera là à 18h. Tes sandwichs au fromage sont au frigo. » Émilie était une grande fille maintenant. Elle pouvait passer l'après-midi seule. Pendant que moi, je faisais des heures supplémentaires. Au marché du Val-Vert. À 28 ans, je paraissais bien plus. La fatigue s'était creusée autour de mes yeux. Chaque centime, chaque minute, je les étirais jusqu'à la rupture. Mais pour Émilie, je tenais. Je me souviens qu'elle m'avait dit un soir, « Maman, mon ventre est bizarre. Il bouge. » Et moi, je lui avais répondu, en balayant ses boucles blondes, « Bizarre comment, ma chérie? Ça fait mal ?» Émilie, elle, avait froncé son petit visage. Non, pas vraiment mal. Ça gigote, comme quelque chose qui nage. Probablement juste la faim, avais-je pensé, en me dirigeant vers notre petite cuisine. J'avais des factures à payer. L'avis de coupure d'EDF était arrivé. Dernière sommation. Émilie avait encore besoin de nouvelles chaussures. Parfois, j'avais l'impression de me noyer. Au ralenti. Mais je nageais. Pour elle. Cette nuit-là, après l'avoir bordée, lui avoir raconté une histoire et déposé un baiser sur son front, je m'étais autorisé 5 minutes de larmes silencieuses. Assise à la table de la cuisine. Avant d'affronter l'empilement des rappels de paiement.
La solitude, elle, était une ombre. Une ombre constante. Et la vie, ces semaines-là, était une mécanique implacable. Mes journées, un balai épuisant entre mon travail et la maison. Au marché du Val-Vert, je portais des cartons. Je rangeais des étagères. Chaque euro, je le sentais s'échapper avant même de l'avoir gagné. Mon salaire, c'était un salaire de misère. Juste assez pour que le frigo ne soit pas complètement vide. Juste assez pour le loyer. Ou du moins, pour éviter les avis d'expulsion. La mutuelle, cette protection si essentielle, c'était devenu un luxe. Un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. Elle avait été coupée 2 mois plus tôt. Un pansement arraché. Émilie, elle, continuait de grandir. Et ses plaintes. Elles aussi grandissaient. Maman, mon ventre, il a un petit compagnon. Il bouge quand je suis tranquille. Il aime danser. Au début, je souriais. Les enfants. Leur imagination. C'est sans doute l'effet du vent. Ou peut-être un peu de gaz. Je la serrais contre moi. C'est sûrement juste ton estomac qui travaille, mon cœur. Je pensais à la carbonade flamande que je ferais si j'avais le temps, l'argent. Un plat réconfortant. Une idée lointaine. Ses boucles blondes. Son petit corps fin. Je l'aimais à en mourir. Mais la fatigue. Elle était là. Cette fatigue chronique. Elle brouillait mes pensées. Elle voilait ma vue. Et elle me rendait, peut-être, moins attentive. Moins à l'écoute. Je me sentais parfois comme un vieux pull tricoté, usé par les lavages, à 2 doigts de se défaire. Mais je tenais bon. Pour elle. Un soir, Émilie s'est réveillée en hurlant. Après minuit. Son cri a déchiré le silence. Mon corps s'est redressé d'un bond. Mon cœur. Il tambourinait contre mes côtes. Je l'ai trouvée assise dans son lit. Les larmes coulaient sur son visage. Ses petites mains pressaient contre son ventre. Maman, ça bouge. Ça bouge vraiment. Qu'est-ce qui bouge, ma chérie? Un mauvais rêve? Elle secoua la tête frénétiquement. Dans mon ventre. Quelque chose est dans mon ventre, maman. Ça bouge. J'ai peur. Pour la calmer, j'ai posé ma main, doucement, sur son petit abdomen. Je m'apprêtais à lui expliquer. Les bruits bizarres que nos corps font. Les sensations étranges. Mais sous ma paume, il y a eu un glissement. Quelque chose. Une sensation. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Mon sang s'est glacé. J'ai retiré ma main. Lentement. J'ai essayé de masquer mon alarme par un sourire rassurant. Un sourire tremblant. Ce sont sûrement juste des bulles de gaz, mon cœur. Mais mon esprit. Il courait. Vers des possibilités plus sombres. J'ai essayé de la rendormir. Mais le sommeil, ce soir-là, nous a fui toutes les deux. Émilie se tournait et se retournait. Moi, je l'observais, assise sur la petite chaise près de son lit. Je comptais les heures. Jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, les plaintes d'Émilie avaient diminué. Je me suis convaincu. Ce n'était rien de grave. Peut-être quelque chose qu'elle avait mangé. Ou une imagination débordante. Je voulais y croire. Il fallait y croire. Le jour suivant, à l'école primaire des Tilleuls, Madame Sophie Moreau, son institutrice, a remarqué Émilie se tenant le ventre pendant le cercle du matin. « Ça va, Émilie » lui a-t-elle demandé, doucement. Émilie a levé ses yeux fatigués. « Mon ventre, il a un monstre dedans. » Madame Moreau a souri. Pensant à une fantaisie enfantine. « Un monstre de ventre ? Il a un nom, ce monstre ? » Non, a répondu Émilie, avec un sérieux inattendu. Mais il bouge quand je suis tranquille. Il aime danser. Plus tard cet après-midi-là, en venant chercher Émilie à l'école, j'ai reçu un message. De mon superviseur. Au marché du Val-Vert. Venez me voir avant votre service demain. Mon estomac s'est noué. Encore un avertissement. Pour mes retards. 3 avertissements. C'était le licenciement. Et les emplois. Ils étaient rares. Dans notre petite communauté rurale. Madame Moreau s'est approchée. Juste au moment où nous nous apprêtions à partir.
Puis-je vous parler un instant? Je me suis raidi. Tout va bien? Émilie semblait mal à l'aise aujourd'hui. Elle n'arrêtait pas de se tenir le ventre. Elle n'a pas voulu jouer. Est-ce qu'elle a été malade? J'ai hésité. Là, elle s'est plainte de maux de ventre hier soir. Je la surveille. Peut-être qu'elle devrait voir un médecin, a suggéré Madame Moreau. L'infirmière scolaire. Elle avait noté, son abdomen semble quelque peu distendu. J'ai promis d'y regarder. Mentalement. Je calculais le coût d'une visite à la clinique. Contre notre compte bancaire vide. Notre mutuelle. Elle avait expiré. Il y a 2 mois. Quand mes heures avaient été réduites. Ce soir-là, Émilie a à peine touché son dîner. Elle poussait ses macaronis. Sur son assiette. En tenant son côté. Avec sa main libre. Ton ventre te fait toujours mal, mon cœur? Émilie a hoché la tête. Le monstre, il est plus gros maintenant. Il pousse. J'ai soulevé doucement son haut de pyjama. Pour examiner son ventre. Sous la lumière crue de la cuisine. J'ai vu. Une rondeur inhabituelle. Qui n'était pas là avant. Demain, nous allons voir un médecin, ai-je décidé. Malgré la certitude. De manquer encore un service. Le lendemain matin, le centre d'urgence du Soleil était une ruche. L'air y était lourd. De désinfectant, d'anxiété. Le docteur Marc Bernard, un homme aux lunettes fines et au regard perplexe, a examiné Émilie. Ses mains, si douces. Ses yeux, si inquiets. Quand il a pressé. Doucement. Sur différentes zones de son abdomen, Émilie a grimacé. Elle a signalé plus de gigotements. Depuis combien de temps a-t-elle ces symptômes, m'a-t-il demandé. Je me suis efforcé de me souvenir. Le mouvement a commencé il y a 2 nuits. Mais maintenant que j'y pense, elle se plaint d'un inconfort abdominal depuis peut-être 2 semaines. Le visage du docteur Bernard est devenu grave. Très grave. J'aimerais faire quelques examens. Mais notre équipement d'imagerie est en maintenance. Mon cœur s'est serré. Là, elle a besoin d'un bilan complet. À l'hôpital départemental. Dès que possible. J'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. Je n'ai pas de mutuelle en ce moment, docteur. Est-ce que ça peut attendre le mois prochain, quand ma nouvelle couverture entrera en vigueur? Le docteur Bernard a retiré ses lunettes. Il m'a fixé d'un regard direct. Madame Dubois, je constate une distension anormale. Et ce qui pourrait être une masse. Cela nécessite une investigation immédiate. Il a écrit quelque chose. Sur son ordonnance. Il me l'a tendu. Vous avez 72 heures. Pour lui obtenir des soins médicaux appropriés. Ou je serai légalement obligé de signaler cette situation. L'hôpital dispose de programmes d'aide financière. 72 heures. 3 jours. Je fixais le papier. Mon monde. Il se rétrécissait. À ces quelques mots terribles. Orientation urgente. Masse abdominale possible. Suivi requis sous 72 heures. Mais qu'est-ce qui se passe dans son ventre, docteur, a demandé Émilie, d'une voix innocente. Le docteur Bernard a souri, doucement. C'est ce que les médecins de l'hôpital vont découvrir. Avec leur caméra spéciale. En sortant. Émilie a tiré ma main. Ne t'inquiète pas, maman. Mon petit compagnon n'est pas méchant. Parfois je le nourris quand je suis seul et il me tient compagnie. Je me suis figé. Ah, comment ça, tu le nourris? Mais Émilie avait déjà sauté en avant. Pour examiner un aquarium coloré. Dans la salle d'attente. Me laissant là. Une horloge qui tournait dans ma tête. Et une peur grandissante. Dans mon cœur. Le lendemain matin,
J'étais assise dans le bureau de Monsieur Bernard Lefebvre. Mon superviseur. Au marché du Val-Vert. Je serrais mon téléphone. Au cas où l'école d'Émilie appellerait encore. La troisième fois en 2 semaines, Sarah, a-t-il dit. Avec un soupir. L'air fatigué. Je comprends votre situation. Mais j'ai besoin d'employés fiables. Émilie est malade, ai-je expliqué. D'une voix rauque. Je dois l'emmener à l'hôpital départemental aujourd'hui. Le médecin du centre d'urgence a dit. Je suis désolé, m'a-t-il interrompu. Il a fait glisser un papier sur son bureau. Un papier lourd de sens. Nous avons dû faire des coupes. Et la présence est un facteur décisif. Aujourd'hui sera votre dernier service. Vous recevrez votre dernier salaire la semaine prochaine. Les mots m'ont frappé. Comme un coup. Physique. Ma bouche était sèche. J'ai signé l'avis de licenciement. Avec des doigts tremblants. J'aurais vraiment besoin du salaire d'aujourd'hui, ai-je dit. À voix basse. Pour la visite d'Émilie à l'hôpital. Monsieur Lefebvre a hoché la tête. À contre-cœur. À travailler jusqu'à midi. Je ferai le nécessaire avant votre départ. Mon salaire de misère. Il était maintenant inexistant. Mon cœur s'est serré. Ce jour-là, mon monde s'est effondré, pièce par pièce. J'étais seul, démuni, et ma petite fille, ma lumière, était en danger. Si vous avez déjà ressenti cette angoisse, cette solitude face à l'adversité, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Votre soutien et vos histoires comptent. Et restez avec moi pour découvrir la suite, car le combat ne faisait que commencer. 4 heures plus tard. J'étais au comptoir du service d'admission de l'hôpital départemental de la Loire. Je remplissais des formulaires. Des montagnes de formulaires d'aide financière. Pendant qu'Émilie coloriait. Dans un livre usé. De la salle d'attente. Il y aura au moins 3 heures d'attente pour voir un médecin, a expliqué l'infirmière d'accueil. Nous manquons de personnel aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil à Émilie. Elle dessinait. Des cercles. Sur son papier. Des anneaux concentriques. Qui ressemblaient à une cible. Avec une petite figurine au centre. Qu'est-ce que tu dessines, mon cœur, ai-je demandé. Je me suis agenouillé à côté de ma fille. C'est moi, a dit Émilie. Elle a pointé la figurine. Et ça, ce sont les anneaux de la maison de mon compagnon de ventre. Il devient plus grand. Un frisson. Il m'a traversé. Ça fait mal, en ce moment? Émilie a hoché la tête. Parfois, il me pique de l'intérieur. Comme s'il voulait sortir. Et jouer. L'après-midi s'est étiré. Jusqu'au soir. Émilie est devenue fatiguée. Et grognon. Elle se plaignait que son compagnon était, en colère. Quand nous avons finalement vu un médecin débordé. Des urgences. À 19h30. Il a ordonné des analyses de sang de base. Et une échographie. Mais il a averti. Le service d'imagerie. Il était débordé. Jusqu'au matin. On peut revenir demain, ai-je demandé. Désespérément. Elle est épuisée. Et je dois. Si vous partez, vous perdrez votre place dans la file, a dit le docteur. Fermement. D'après ces symptômes, je vous conseille vivement de rester. Vers minuit. Émilie s'était enfin endormie. Sur mes genoux. Dans la salle d'attente bondée. La batterie de mon téléphone. Elle avait rendu l'âme. Me coupant. De ma dernière connexion. Au monde extérieur. Quand j'ai finalement porté Émilie. Jusqu'au service d'imagerie. À 6 heures du matin. Nous étions toutes les deux. Échevelées. Épuisées. La technicienne en échographie. Elle déplaçait la sonde.
Sur l'abdomen d'Émilie. Avec une dextérité professionnelle. Son expression. Soigneusement neutre. Mais quand elle a atteint le cadran inférieur droit, elle a fait une pause. Elle a ajusté les réglages. Elle a pris des images supplémentaires. Il y a un problème, ai-je demandé. Le radiologue examinera ces images. Et discutera des résultats avec votre médecin, a répondu la technicienne. Évitant ma question. Veuillez attendre ici pendant que je consulte mon superviseur. Quand elle est partie, Émilie a montré du doigt l'image figée. Sur l'écran. Regarde, maman, c'est là qu'il habite. J'ai plissé les yeux. Sur l'image en niveau de gris. Une tache indistincte. Avec une forme inhabituelle. En son centre. Avant que je puisse répondre. La technicienne est revenue. Avec un autre médecin. Madame Dubois, a-t-il dit. Il m'a tendu la main. Je suis le docteur. Antoine Chevalier. Nous devons effectuer d'autres examens. Immédiatement. Qu'avez-vous trouvé? Ma voix a tremblé. Le docteur Chevalier a jeté un coup d'œil à Émilie. Puis à moi. Il semble y avoir quelque chose d'inhabituel. Dans l'abdomen de votre fille. Nous devons déterminer. Exactement. À quoi nous sommes confrontés. Les heures suivantes. Elles sont passées. Dans un flou. D'activité. Plus d'imagerie. Des prises de sang. Et des médecins de plus en plus spécialisés. Examinant Émilie. Mon anxiété. Elle montait. À chaque nouvel examen. À chaque chuchotement. Consultation. Juste hors de portée. Lorsque je suis sorti. Pour aller aux toilettes. J'ai entendu deux infirmières. Discuter. Au coin du couloir. La petite fille. De la chambre 4, a chuchoté l'une. Ils ont trouvé une sorte de masse étrangère. Le docteur Chevalier. Il demande un avis chirurgical. Et il a averti les services sociaux. Pauvre petite, a répondu l'autre. Comment une chose pareille peut-elle arriver? Je me suis figé. Mon cœur. Il martelait. Les services sociaux. Une vague de froid. Elle m'a envahi. J'ai réalisé ce qu'elle devait penser. Ce qu'elle pouvait supposer. De ma façon de m'occuper d'Émilie. Je me suis précipité. Pour retrouver le docteur Chevalier. Dans la chambre d'Émilie. Son visage. Grave. Il étudiait. Une nouvelle série d'images. Que se passe-t-il, ai-je exigé. Ma voix, plus forte que je ne le voulais. J'ai entendu quelqu'un mentionner les services sociaux. Le docteur. Antoine Chevalier s'est tourné vers moi. Ses yeux. Compatissants. Mais inquiets. Madame Dubois. Nous avons découvert quelque chose à l'intérieur d'Émilie. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Nous devons comprendre comment cela est arrivé. Pour sa sécurité. Et son bien-être. Le docteur Chevalier m'a guidé. Vers un coin de la chambre d'hôpital d'Émilie. Il a parlé. À voix basse. Pour que l'enfant, somnolente, n'entende pas les premiers scanners. Il montre ce qui semble être une masse. Dans l'abdomen d'Émilie, a-t-il expliqué. Son ton. Professionnel. Mais doux. Ce qui est inhabituel, c'est que cette masse. Elle a des caractéristiques. Qui ne correspondent pas. À des croissances typiques. Ou à des infections. Il semble y avoir des bords définis. Presque géométriques. Par endroits. Mon esprit. Il s'emballait. Pour donner un sens. À ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est.
C'est grave? Nous sommes encore en train de le déterminer, a répondu le docteur Chevalier. Mais je dois vous poser quelques questions directes. Émilie s'est-elle plainte de douleurs à l'estomac avant cette semaine? Elle a mentionné se sentir bizarre quelquefois. Mais rien qui semblait grave. Jusqu'à récemment. A-t-elle eu accès à de petits objets? Des choses qu'elle pourrait mettre dans sa bouche? La question. Elle portait un sous-entendu d'accusation. Qui m'a fait frissonner. Elle a 5 ans. Je la surveille aussi attentivement que possible. Mais je travaille. Je me suis arrêté. Me souvenant que je n'avais plus de travail. Je travaillais au marché. Émilie est très responsable pour son âge. Le docteur Chevalier a hoché la tête. Prenant des notes. Sur sa tablette. Et quand vous êtes au travail? Qui surveille Émilie? J'ai hésité. Sachant comment ma réponse allait sonner. Là, elle est à l'école maternelle. Jusqu'à 14h30. Après ça, elle est seule à la maison. Jusqu'à ce que je rentre. À 18h. Notre voisine, Madame Simone Lefebvre, elle passe la voir. J'ai vu quelque chose briller. Dans les yeux du docteur Chevalier. Inquiétude. Jugement. Je ne pouvais pas dire lequel. Je sais ce que ça donne, ai-je ajouté. Précipitamment. Mais je ne peux pas me permettre une garderie. Je n'ai pas de famille proche. Je fais de mon mieux. Je comprends les circonstances difficiles, Madame Dubois. Mais pour l'instant, ma préoccupation est de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de votre fille. Et comment cela est arrivé. Comme sur commande. Une infirmière est entrée. Avec une autre série d'images. Les a tendues au docteur Chevalier. Il les a étudiées. Intensément. Puis a levé les yeux. Avec une inquiétude accrue. Nous devons effectuer une autre analyse plus détaillée, a-t-il dit. J'ai fait appel à un spécialiste. 2 heures plus tard. Émilie était allongée. À l'intérieur d'une grande machine d'imagerie. Elle faisait de son mieux. Pour rester immobile. Malgré sa peur. À travers une vitre. J'observais. Avec le docteur Chevalier et un radiologue. Les images. Elles apparaissaient. Sur leurs écrans. Là, a montré le radiologue. Ce n'est pas de la matière organique. C'est bord droit. Et les lectures de densité suggèrent quelque chose de manufacturé. Le docteur Chevalier s'est penché. Plus près de l'écran. Pouvez-vous améliorer cette zone? Le radiologue a zoomé. Sur une section. De l'abdomen inférieur d'Émilie. J'ai pu distinguer. Ce qui ressemblait à une forme irrégulière. Avec des lignes étonnamment droites. Sur un côté. C'est dû. A commencé le docteur Chevalier. Le plastique? Le radiologue a confirmé. Ou un matériau synthétique similaire. Plusieurs pièces. Semble-t-il. Ma confusion. Elle a laissé place à une réalisation horrifiée. Vous pensez qu'elle a avalé quelque chose? C'est ça, ce qu'il y a en elle. Avant que l'un ou l'autre médecin ne puisse répondre. Un coup frappé annonça l'arrivée d'une femme. En tailleur. Son badge d'hôpital. L'identifiant comme Madame Delphine Leroy. Coordinatrice des services familiaux. Un docteur Chevalier, a-t-elle dit. Avec une efficacité professionnelle. Je dois parler. Avouez à Madame Dubois. Immédiatement. Dans une petite salle de consultation. Madame Leroy a expliqué son rôle. Avec un détachement clinique. J'ai été affecté au cas d'Émilie. Pour assurer son bien-être. Et sa sécurité. Pendant que nous déterminons
La nature de cette situation. Ma fille est malade, ai-je dit. Un bord défensif. Rampant dans ma voix. Elle a besoin d'aide médicale. Pas d'une enquête. L'expression de Madame Leroy est restée neutre. L'équipe médicale a identifié ce qui semble être des objets étrangers à l'intérieur du corps d'Émilie. En tant que rapporteurs obligatoires, ils sont tenus d'informer les services familiaux lorsqu'il y a une situation inexpliquée impliquant un enfant. Le docteur Chevalier est intervenu. Nous recueillons toujours des informations, Madame Leroy. Il est prématuré de... Le protocole doit être suivi, docteur, m'a-t-elle interrompu. Madame Dubois, je dois vous poser quelques questions sur l'environnement familial d'Émilie et sa supervision. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Vous pensez que j'ai fait quelque chose pour blesser ma fille? C'est insensé. Je suis venu ici pour obtenir de l'aide. Nous recueillons simplement les faits, a répondu Madame Leroy. Maintenant, vous avez mentionné qu'Émilie est seule pendant plusieurs heures chaque jour. L'interrogatoire. Il a continué. Pendant ce qui a semblé des heures, je devenais de plus en plus défensive. Madame Leroy, plus méfiante. Le docteur Chevalier. Il essayait parfois de ramener la conversation aux préoccupations médicales. Mais Madame Leroy, elle semblait déterminée à monter un dossier contre moi. Finalement, le docteur Chevalier a reçu un message sur son beeper. Les derniers scanners sont prêts, a-t-il annoncé. Une interruption bienvenue. De retour au service d'imagerie. Le radiologue a affiché une image plus claire. Nous avons identifié plusieurs petits objets, a-t-il expliqué. Ils semblent avoir formé une poche ou une masse entourée de ce qui ressemble à la tentative du corps de les isoler comme une capsule protectrice. Un bézoard, a suggéré le docteur Chevalier. Précisément. Et voici autre chose d'intéressant. Il semble y avoir du liquide et du gaz piégés dans cette poche. Ce qui pourrait expliquer la sensation de mouvement que la patiente a rapportée. J'ai regardé du scanner au docteur Chevalier. Donc, quelque chose bouge vraiment à l'intérieur d'elle. Elle n'imaginait pas de façon indépendante, a précisé le docteur Chevalier. Mais le liquide et le gaz qui se déplacent auraient certainement pu créer cette sensation. Madame Leroy a raclé sa gorge. La question demeure. Comment ces objets sont-ils entrés en elle? Et pourquoi cela n'a-t-il pas été remarqué plus tôt? Pendant qu'il parlait, une infirmière est entrée. En hâte. Un docteur Chevalier, la patiente, Émilie, elle est réveillée. Et elle demande sa mère. Et elle dit quelque chose sur le fait de nourrir son ventre à nouveau. Elle semble assez agitée. Tous les yeux. Ils se sont tournés vers moi. Mon visage. Il était devenu pâle. Qu'est-ce qu'elle veut dire par nourrir, a demandé Madame Leroy. Nettement. Pour la première fois. Je n'avais pas de réponse. Et la menace de la garde provisoire, elle planait lourdement sur nous. Comme un ciel d'orage. Je me retrouvais piégé sous le regard accusateur de Sainte-Marie-sur-Loire. Les murmures. Les jugements silencieux. Ils me suivaient partout. Quand je suis sorti de l'hôpital pour chercher des vêtements propres pour Émilie avant l'opération, mon téléphone, il a vibré. Des messages de personnes que je connaissais à peine.
Des questions que je ne pouvais pas. Que je ne voulais pas répondre. La petite boulangerie. Près de l'hôpital. Elle bourdonnait. De conversations chuchotées. Qui s'arrêtait. Net. Quand j'entrais. La boulangère. Qui m'avait toujours accueilli. Avec un sourire. Elle évitait maintenant mon regard. Quand je payais. Une brosse à dents. Un pyjama d'enfant. J'ai entendu parler de votre petite fille, a dit une voix. Derrière moi. Je me suis retourné. C'était Madame Simone Lefebvre. Ma voisine âgée. Elle serrait son sac à main. Ses yeux. Inquiets. Je suis venu. Dès que j'ai su. Comment va-t-elle? Cette simple gentillesse. Elle a failli briser mon calme. Il l'opère cet après-midi. Pour retirer quelque chose. Il pense qu'elle a avalé des objets. Qui ont formé une sorte de masse. Madame Lefebvre a froncé les sourcils. Des objets? Quel genre d'objets? Ils ne sont pas encore sûrs. Mais les services sociaux sont impliqués. Ils pensent. Ma voix. Elle s'est brisée. Ils pensent que je ne la surveillais pas correctement. C'est absurde, a déclaré Madame Lefebvre. Fermement. J'ai vu comment vous êtes avec cet enfant. Vous faites de votre mieux. Dans des circonstances impossibles. Alors que nous marchions. De nouveau. Vers l'hôpital. Madame Lefebvre a partagé une observation. Qui m'a fait sursauter. Vous savez, je me souviens de quelque chose maintenant. Il y a quelques mois. Quand je passais voir Émilie. Pendant mes rondes de l'après-midi. Elle jouait à un jeu inhabituel. Avec ses poupées. Je me suis arrêté de marcher. Quel genre de jeu? Elle appelait ça. L'heure du repas. Ou quelque chose de similaire. Elle avait ses poupées. En cercle. Et elle faisait semblant de leur donner à manger. De toutes petites choses. Des boutons. Des petites pièces de jouets. Des choses comme ça. Madame Lefebvre a fait une pause. Je n'y ai pas vraiment pensé. À l'époque. Les enfants. Ils jouent à toutes sortes de jeux d'imagination. Mon esprit. Il s'emballait. Avec une horrible réalisation. L'avez-vous déjà vu mettre quelque chose dans sa bouche? Non, ma chère. Je ne l'ai pas vu. Mais je ne passais que quelques minutes par jour. À l'entrée de l'hôpital. Nous avons rencontré un petit groupe de journalistes. De la Gazette de Sainte-Marie. Une jeune femme. Avec un carnet. S'est avancée. Madame Dubois, je suis de la Gazette de Sainte-Marie. Pouvez-vous commenter les informations selon lesquelles les médecins ont trouvé des objets étrangers à l'intérieur de votre fille? Est-il vrai que les services familiaux enquêtent? Je me suis figé. Aveuglé. Par cette exposition publique. Avant que je puisse répondre. Madame Lefebvre s'est placée entre nous. Cette famille. Elle mérite la vie privée. Pendant une urgence médicale, a-t-elle dit. Fermement. Honte à vous. D'avoir tendu une embuscade. À une mère inquiète. À l'intérieur. J'ai retrouvé le docteur. Antoine Chevalier. Il examinait les dossiers d'Émilie. Son visage. Portait les marques d'une nuit sans sommeil. À comment va-t-elle, ai-je demandé. Les analgésiques. La maintiennent à l'aise, a-t-il répondu. L'opération est prévue. À 14 heures. Avez-vous appris quelque chose de plus sur ce qu'il y a en elle? Le docteur Chevalier a hésité. L'imagerie suggère plusieurs petits objets qui se sont d'une manière ou d'une autre regroupés
créant ce que nous appelons un bézoar. Essentiellement, une masse de matière indigestible. Ce qui est inhabituel, c'est la façon dont ils ont formé une poche, partiellement isolée, du tractus intestinal. Ce qui explique la sensation de mouvement que Émilie a décrite. Madame Lefebvre vient de me rappeler que Émilie joue à des jeux où elle nourrit ses poupées de petits objets, ai-je dit, à voix basse. Pensez-vous qu'elle ait pu avaler des choses comme des pièces de ses jouets? Quelque chose a vacillé dans les yeux du docteur Chevalier. De la reconnaissance. Peut-être. Ce serait compatible avec ce que nous voyons. Les enfants. Ils avalent parfois de petits objets sans que les parents le remarquent. Une vague de culpabilité. Elle m'a submergé. C'est ma faute. Je l'ai laissé seule. Trop souvent. Madame Dubois, a dit le docteur Chevalier. Doucement. Les parents isolés. Ils sont confrontés à des choix impossibles. Chaque jour. Le système. Il échoue. Les familles comme la vôtre. Régulièrement. Notre conversation. Elle a été interrompue par Madame Delphine Leroy, accompagnée d'un brigadier Dubois. Madame Dubois, nous avons un mandat pour fouiller votre domicile, a annoncé Madame Leroy. Le brigadier Dubois. Il vous accompagnera pour recueillir l'historique médical d'Émilie et tous les éléments pertinents qui pourraient expliquer son état. J'ai senti tous les regards dans le couloir de l'hôpital sur moi, me jugeant, me condamnant, sans connaître les batailles quotidiennes que je menais, juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Sur le parking, j'ai aperçu mon ancien superviseur du marché du Val-Vert, parlant à l'un des journalistes, gesticulant avec animation. Une autre pièce de mon monde. Elle s'effondrait, alors que ma lutte privée devenait un divertissement public. Tout ira bien, ma chère, m'a assuré Madame Lefebvre, serrant ma main avant mon départ. La vérité, elle finit toujours par éclater. Mais alors que la voiture de police s'éloignait de l'hôpital, je me suis demandé si la vérité, elle ne viendrait pas trop tard pour garder ma famille. Ensemble. Le brigadier Dubois a maintenu un silence pesant, inconfortable, pendant qu'il me conduisait vers notre petite maison en location, rue des Érables. Les nouvelles, elles circulaient vite. À Sainte-Marie-sur-Loire. Les rideaux, ils bougeaient quand les voisins regardaient la voiture de police se garer devant mon allée. Je vais devoir tout documenter, a expliqué le brigadier Dubois. Son ton professionnel, mais pas dénué de gentillesse. Madame Leroy. Elle est particulièrement intéressée par les jouets d'Émilie et tous les petits objets auxquels elle pourrait avoir accès. À l'intérieur, la modeste maison. Elle racontait notre histoire mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Des rideaux soigneusement rapiécés, des meubles d'occasion et des murs décorés avec les œuvres d'Émilie. L'officier. Il a méthodiquement photographié chaque pièce pendant que je rassemblais les dossiers médicaux d'Émilie dans un tiroir de cuisine, dans la chambre d'Émilie.
Le brigadier Dubois s'est arrêté devant son étagère à jouets. « Puis-je » a-t-il demandé. Il a fait un geste vers une boîte en plastique étiquetée « Les trésors spéciaux d'Émilie ». Écrite d'une main d'enfant tremblante. J'ai hoché la tête, la gorge serrée par l'anxiété. L'officier. Il a soigneusement vidé la boîte. Sur le lit d'Émilie. Une collection de poupées. Dans divers états de délabrement. Des figurines en plastique coloré. Et de petits jouets. Beaucoup. Manquant de pièces. Ou cassés. Et Émilie. Elle adore réparer les choses cassées, ai-je expliqué. Quand les voisins. Ils jettent de vieux jouets. Elle les sauve. Je ne peux pas me permettre. Beaucoup de neuf. Le brigadier Dubois a ramassé une poupée en plastique, manquant les 2 bras et une jambe. Celle-ci. Elle semble très aimée. C'est Miranda, ai-je dit. Sa préférée. Elle dit que Miranda est spéciale. Parce qu'elle est différente. Quelque chose a adouci l'expression de l'officier. Ma fille. Elle a un attachement similaire à un ours en peluche qui n'a qu'un œil. Il a pris des notes sur son carnet. Puis il a demandé. Avez-vous remarqué des jouets avec des pièces manquantes? Des pièces qui ont disparu. La question. Elle a déclenché un souvenir. Émilie pleurant l'été dernier. Parce que le dernier bras de Miranda. Il avait disparu. J'avais supposé qu'il était perdu dehors. Certaines pièces. Elles ont disparu. Au fil du temps, ai-je admis. Je pensais qu'elles étaient juste perdues. La radio du brigadier Dubois. Elle a grésillé. Avec un message. Du dispatch. Son expression. Elle a changé. Madame Dubois, l'hôpital essaie de vous joindre. L'état d'Émilie. Il a changé. Ils avancent l'opération. De retour à l'hôpital départemental. J'ai trouvé une agitation autour de la chambre d'Émilie. Le docteur Antoine Chevalier. Il m'a rencontré dans le couloir. Son visage grave. Les dernières images d'Émilie. Elles montrent que la masse. Elle a changé de position. Potentiellement compromettant sa paroi intestinale. Nous devons opérer. Immédiatement. Puis-je la voir d'abord, ai-je plaidé. Le docteur Chevalier a hoché la tête. Brièvement. Là elle est en cours de préparation. Émilie. Elle semblait si petite. Si vulnérable. Sur le brancard. Une intraveineuse. Dans son bras. Son visage pâle. Mais elle a réussi à sourire. Quand elle m'a vu. Maman, tu as apporté Miranda? Je veux qu'elle m'attende. Pendant qu'il répare mon compagnon de ventre. J'ai réalisé. Avec horreur. Que j'avais oublié d'apporter la poupée. Je suis désolé, mon cœur. J'étais pressé. Le visage d'Émilie. Il s'est effondré. Mais elle aura peur sans moi. Et j'aurai peur sans elle. Je te la ramènerai. Juste après ton opération, ai-je promis. Serrant la main de ma fille. Une infirmière s'est approchée. Avec un presse-papier. Madame Dubois, nous avons besoin de votre signature. Pour le consentement chirurgical. Pendant que je signais. Le docteur Chevalier m'a tiré à part. Le brigadier Dubois. Il a appelé en avance. Il a trouvé quelque chose. Que vous devriez voir. Il m'a montré sa tablette. Affichant des photos.
L'officier. Il venait d'envoyer une boîte à chaussures, cachée sous le lit d'Émilie, contenant une collection de petites pièces de jouets, des boutons et des fragments de plastique. Beaucoup. Avec des marques de morsure. Les Émilie collectionnait les morceaux cassés, ai-je murmuré. La réalisation. Elle m'envahissait. Certains d'entre eux. Elle a dû les avaler. Le docteur Chevalier a hoché la tête. Cela confirme ce que l'imagerie montre. De multiples petits fragments de plastique. Le brigadier Dubois. Il a également trouvé un petit carnet où Émilie écrivait sur le fait de nourrir son amie de ventre quand elle se sentait seule. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une lueur d'espoir. Donc, cela prouve qu'elle l'a fait elle-même. Que je n'ai pas. Cela suggère fortement que ces objets ont été auto-ingérés, a confirmé le docteur Chevalier. J'ai déjà appelé Madame Leroy pour la mettre à jour. Alors que l'équipe chirurgicale emmenait Émilie vers la salle d'opération, elle a appelé. Maman, tu diras au médecin d'être gentil avec mon compagnon. Il m'a tenu compagnie quand tu travaillais. Ces mots innocents, ils m'ont transpercé le cœur. Oui, mon cœur. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Ne t'inquiète pas. Je ne serai plus jamais seul. J'ai plein d'amis maintenant. J'ai regardé. Ils ont disparu. Derrière les portes battantes. Serrant le lapin en peluche d'Émilie, qu'elle avait laissé derrière elle. Madame Simone Lefebvre. Elle est apparue à côté de moi, m'offrant un bras solide. Je vous ai apporté un sandwich et du café. L'attente. Elle va être longue. Ils ont trouvé des preuves, lui ai-je dit. Ma voix. Elle s'est brisée d'émotion. Émilie avalait des pièces de jouets quand elle se sentait seule. Elle appelait ça nourrir son compagnon de ventre. La vieille dame a soupiré profondément. Pauvre petite. Parfois les enfants, ils trouvent les moyens les plus étranges de faire face à la solitude. Si Kive Konge NY, si vous êtes encore avec moi, jusqu'à ce point de l'histoire, alors que la vérité commençait à se dessiner d'une manière si douloureuse, aidez-moi à commenter le chiffre ainsi dessous. C'est un simple geste, mais cela me fera savoir que vous êtes là, que je ne suis pas seul à revivre ces moments. Votre présence est ma plus grande motivation pour vous raconter la suite, le dénouement de cette épreuve, ici, sur les voies du cœur. L'horloge de la salle d'attente chirurgicale. Elle semblait avancer au ralenti. 3 heures. Elle s'était écoulée depuis qu'Émilie avait disparu. Derrière ces imposantes portes battantes, j'avais tracé un chemin sur le sol. À force d'arpenter Madame Simone Lefebvre. Elle somnolait dans un fauteuil, dans un coin. Son tricot oublié sur ses genoux. Madame Dubois. Je me suis retourné. Une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux doux et à la mallette en cuir usé. Je suis maître Sophie Laurent. L'aide juridique m'a envoyé. Elle m'a tendu la main. Je comprends que vous pourriez avoir besoin d'une représentation concernant le cas de votre fille. J'ai cligné des yeux de confusion. L'aide juridique? Je n'ai appelé personne. Madame Lefebvre l'a fait, a expliqué maître Laurent. Elle a hoché la tête vers la vieille dame endormie. Là, elle a été très persuasive quant à l'urgence de votre situation. Pour la première fois depuis des jours,
J'ai senti des larmes. De soulagement. Plutôt que de désespoir. Je ne peux pas me permettre un avocat. C'est pour ça que je suis là, a dit maître Laurent. Avec un doux sourire. Pro bono. Je suis spécialisé dans les affaires de défense familiale. Particulièrement celles impliquant des problèmes médicaux. Et des malentendus. Liés à la protection de l'enfance. Malentendu, ai-je répété. Amèrement. Il pense que j'ai blessé ma fille. C'est ce que j'ai entendu. Asseyons-nous. Et vous pourrez tout me raconter. En commençant par les preuves. Que le brigadier Dubois a découvertes. Pendant que je racontais. Les événements de ces derniers jours. Maître Laurent. Elle prenait des notes. Soigneusement. Posant parfois. Des questions de clarification. Sa présence. Elle était apaisante. Professionnelle. Pourtant compatissante. D'une manière que Madame Delphine Leroy n'avait jamais été. Cette entrée de journal. Sur le fait de nourrir son ami de ventre. Elle est particulièrement significative. Maître Laurent a observé. Les enfants. Ils créent souvent des mécanismes d'adaptation. À la solitude. Que les adultes n'imagineraient jamais. Notre conversation. Elle a été interrompue. Quand le docteur Antoine Chevalier. Il est sorti. Par les portes chirurgicales. Il portait toujours sa Charlotte. Mais il avait retiré sa blouse. Son expression. Elle était illisible. Quand il s'est approché de moi. Et Émilie est sortie de chirurgie, a-t-il dit. J'ai senti mes genoux s'affaiblir. De soulagement. Est-ce qu'elle va? Elle va bien, ai-je réussi à demander. Le docteur Chevalier m'a guidé. Vers un siège. L'opération. Elle a été un succès. Nous avons retiré la masse. C'était exactement ce que nous soupçonnions. Une collection de petits objets en plastique. Qui s'étaient encapsulés dans une poche de tissu. Créant ce qu'on appelle un bézoard. Et quel genre d'objet, a demandé maître Laurent. Le docteur Chevalier a hésité. Puis il a fouillé sa poche. Il en a sorti un récipient en plastique scellé. À l'intérieur, il y avait un assortiment de petits fragments de plastique multicolores. Des morceaux de poupée. De minuscules pièces de jouets. Et ce qui ressemblait au bras manquant de Miranda. Il y avait 14 objets distincts, a expliqué le docteur Chevalier. La plupart semblent être des fragments de jouets. Ils avaient formé un amas qui adhérait à la paroi intestinale, créant une poche qui s'était remplie de liquide et de gaz. Le mouvement qu'Émilie a ressenti. C'était ce liquide qui se déplaçait quand elle changeait de position. J'ai fixé le récipient avec une fascination horrifiée. Elle nourrissait vraiment son compagnon. Les enfants de cet âge. Ils ne comprennent pas pleinement les conséquences d'avaler des objets, a dit le docteur Chevalier. Doucement. Et Émilie a probablement commencé avec une pièce. Et comme rien de grave ne s'est produit immédiatement, elle a continué ce comportement comme une sorte de rituel. Les entrées de journal que le brigadier Dubois a trouvées soutiennent cette théorie. Va-t-elle se rétablir complètement, ai-je demandé, me concentrant sur ce qui importait le plus. Je m'y attends. Nous devrons surveiller toute infection. Et elle aura besoin de soins de suivi. Mais les enfants, ils sont remarquablement résilients.
Elle sera en salle de réveil. Pendant encore 1 heure. Avant que vous puissiez la voir. Alors que le docteur Chevalier s'apprêtait à partir. Maître Laurent l'a arrêté. Docteur, en tant que représentante légale de Madame Dubois. J'aimerais demander des copies de toutes les constatations chirurgicales. Et le dossier médical complet d'Émilie. De plus, étant donné ces nouvelles preuves. Soutenant clairement une ingestion accidentelle. Plutôt que tout acte répréhensible parental. Je déposerai une requête. Pour le rejet immédiat. De la pétition de garde protectrice. Le docteur Chevalier a hoché la tête. J'ai déjà mis à jour mon rapport chirurgical. Pour inclure que ces constatations sont compatibles avec une auto-ingestion au fil du temps. Et non avec toute forme de maltraitance. Je veillerai à ce que Madame Leroy en reçoive une copie. Immédiatement. Après son départ. Je me suis tourné vers Maître Laurent. Avec la première véritable lueur d'espoir. Que j'avais ressentie depuis des jours. Pensez-vous que cela suffira pour qu'Émilie reste avec moi? Cela renforce considérablement notre position, a répondu Maître Laurent. Mais nous devons toujours aborder la question de la supervision. Les tribunaux. Ils prennent la sécurité des enfants au sérieux. Ils voudront s'assurer que Émilie aura des soins appropriés pendant vos heures de travail. La conversation. Elle a été interrompue par une agitation près des portes chirurgicales. Madame Delphine Leroy. Elle est arrivée. L'air agité. Et sur la défensive. Je viens de recevoir le rapport préliminaire du docteur Chevalier, a-t-elle dit. À moi. Sans préambule. Bien que cette nouvelle information soit pertinente. Elle ne résout pas automatiquement nos préoccupations concernant une supervision adéquate. Maître Laurent s'est avancé. Elle a tendu sa carte de visite. Maître Sophie Laurent. Représentant Madame Dubois. Je crois que vous constaterez que les preuves établissent maintenant fermement qu'il s'agissait d'un cas de comportement secret d'enfant et non de négligence parentale. Nous accueillons une discussion sur les services de soutien. Mais nous nous opposerons vigoureusement à toute tentative continue de séparer cette famille. L'expression de Madame Leroy. Elle s'est contractée quand elle a réalisé que la dynamique avait changé. Elle a pris la carte avec un hochement de tête sec. Nous devrons réévaluer notre position à la lumière des constatations chirurgicales. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai murmuré à Maître Laurent. Merci. Madame Simone Lefebvre. Elle s'était réveillée pendant l'échange. Et elle est venue me serrer la main. Tu vois. La vérité. Elle finit par éclater. Comme je l'ai dit. Pour la première fois. Depuis ce qui me semblait une éternité. Je me suis autorisé à croire que peut-être, juste peut-être, les choses, elles pourraient finalement bien se passer. Et la salle de réveil. Elle était faiblement éclairée et silencieuse. Sauf pour le bip régulier des moniteurs. Émilie. Elle semblait incroyablement petite. Dans le lit d'hôpital. Son visage. Paisible. Dans un sommeil médicalisé. Un contraste saisissant. Avec le chaos de ces derniers jours.
Je me suis assise à ses côtés, caressant doucement la main de ma fille, faisant attention à ne pas déranger la ligne intraveineuse. Le docteur Antoine Chevalier. Il avait expliqué que Émilie dormirait probablement toute la nuit. Son corps commençant le processus de guérison après la chirurgie invasive. C'est une battante, a chuchoté une infirmière qui est venue vérifier les signes vitaux d'Émilie. Le docteur Chevalier. Il a dit qu'elle n'avait même pas pleuré quand ils l'ont emmenée en salle d'opération. Elle a juste demandé si son compagnon de ventre ira bien. J'ai souri, malgré mon épuisement. Ça, c'est tout Émilie. Toujours inquiète. Pour tout le monde. Vers minuit. Maître Sophie Laurent est revenue. Avec du café. Et un dossier de documents. J'ai passé quelques appels, a-t-elle dit. Elle s'est installée dans la chaise d'en face. Sarah, il y a une audience demain matin concernant l'ordonnance de garde provisoire. Avec les nouvelles preuves, nous avons un dossier solide pour un rejet. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Mais mes yeux, ils sont restés fixés sur Émilie. Même s'ils abandonnent le dossier, rien n'est vraiment résolu. Je ne peux toujours pas me permettre une garderie appropriée. Je n'ai même plus de travail. L'expression de Maître Laurent. Elle s'est adoucie. C'est en fait quelque chose que je voulais discuter. Il existe des programmes spécifiquement conçus pour des situations comme la vôtre. Des parents isolés qui passent à travers les mailles de notre système avant qu'elle ne puisse élaborer. Émilie a bougé. Ses paupières. Elles ont papillonné. Maman, a-t-elle marmonné. La voix épaisse de médicaments. Je suis là, mon cœur. Je me suis rapproché. Un soulagement. Il m'a envahi. Ah, comment te sens-tu? Fatigué. Mon compagnon. Il est parti? J'ai échangé un regard avec Maître Laurent avant de répondre soigneusement. Les médecins. Ils ont retiré les choses qui étaient dans ton ventre. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Maintenant. Le visage d'Émilie. Il s'est froissé d'une détresse inattendue. Mais je ne voulais pas qu'il l'enlève. C'était mon ami. Quand j'étais seul. L'aveu innocent. Il m'a brisé le cœur. J'ai lutté pour trouver les bons mots. Consciente que Maître Laurent. Elle s'éclipsait discrètement pour nous laisser de l'intimité. Mon cœur, ces choses que tu as avalées. Les morceaux de jouets. Ils te rendaient malade. Ce n'était pas vraiment un ami. La lèvre inférieure d'Émilie. Elle a tremblé. Mais quand tu étais au travail, et que j'avais peur, ou que je me sentais seul, mon compagnon de ventre, il gigotait pour me tenir compagnie, comme Miranda. Mais à l'intérieur, où personne ne pouvait l'enlever, j'ai ravalé mes larmes. Le poids entier de la solitude d'Émilie. Il s'est abattu sur moi. Je suis tellement désolé que tu aies été seule, Émilie. Je n'ai jamais voulu ça pour toi. Tu es fâchée contre moi, a demandé Émilie. D'une petite voix. Non, mon amour. Jamais. Mais avaler des jouets. C'est très dangereux.
Tu aurais pu tomber beaucoup plus malade. Émilie a réfléchi. Avec la contemplation sérieuse que seul un enfant peut accorder aux préoccupations des adultes. Je ne le ferai plus. Promis. Est-ce que Miranda peut venir à l'hôpital? Elle doit être inquiète. Madame Lefebvre la portera demain, les jeux assurés. Soulagée de la facilité avec laquelle les enfants pouvaient passer des révélations profondes aux préoccupations immédiates. Après qu'Émilie se soit rendormie, je suis sorti dans le couloir où Maître Laurent attendait, avec le docteur Antoine Chevalier. Tous deux, l'air sombre. J'ai entendu, a dit le docteur Chevalier, à voix basse. Cela confirme ce que nous soupçonnions. L'ingestion. C'était un mécanisme d'adaptation à la solitude. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Ma voix creuse de culpabilité. Même s'ils abandonnent la pétition de garde. J'ai échoué. Elle était si désespérée de compagnie qu'elle a créé un ami à l'intérieur d'elle-même. Le docteur Chevalier et Maître Laurent. Ils ont échangé des regards significatifs. En fait, a commencé le docteur Chevalier. C'est quelque chose que je voulais discuter avec vous. J'ai vu plusieurs cas, comme celui d'Émilie, au fil des ans. Pas le comportement spécifique, mais la cause sous-jacente. Des enfants laissés seuls, en raison de situations économiques impossibles pour les parents. Je travaille avec une initiative communautaire, a-t-il continué. Nous établissons un programme périscolaire à tarif dégressif au centre communautaire, spécifiquement pour les parents qui travaillent, qui ne peuvent pas se permettre une garderie traditionnelle. Maître Laurent a hoché la tête, encourageante. Et j'ai contacté le centre de ressources pour l'emploi de Sainte-Marie. Ils ont des offres d'emploi avec des horaires favorables aux familles qui pourraient convenir à votre situation. J'ai regardé entre eux, presque effrayé, désespéré. Pourquoi feriez-vous tout ça? Pour nous? Vous nous connaissez à peine. L'expression du docteur Chevalier. Elle est devenue sérieuse. Parce que le système, il a échoué. Votre famille, Madame Dubois. Pas l'inverse. Le cas d'Émilie. Il ne s'agit pas d'une mère négligente. Il s'agit d'un parent dévoué, contraint à des choix impossibles, par manque de soutien. Pendant qu'il parlait, Madame Delphine Leroy. Elle est apparue au bout du couloir. Son visage inhabituellement hésitant. Quand elle s'est approchée du groupe, elle portait un dossier épais. Et son expression, elle suggérait qu'elle se préparait à une conversation inconfortable. L'audience de garde. Elle était dans moins de 12 heures. Et j'ai redressé mes épaules, puisant de la force chez les alliés inattendus qui s'étaient rassemblés autour de moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne l'affronterai pas seule. Et Émilie non plus. Jamais plus. Madame Delphine Leroy. Elle s'est approchée de notre petit groupe d'un pas mesuré. Son comportement professionnel légèrement fissuré. Sur les bords, elle serrait son dossier comme un bouclier. Madame Dubois, a-t-elle commencé formellement, à la lumière des constatations chirurgicales
Et des preuves supplémentaires. J'ai examiné le dossier. Je me suis redressé. Maître Sophie Laurent. Solidaire. À mes côtés. Et j'ai parlé. À mon superviseur. La voix de Madame Leroy. Elle s'est adoucie. Inopinément. Nous retirons la pétition. Pour la garde provisoire. Avec effet immédiat. Un soulagement. Il m'a envahi. Si puissamment. Mes genoux. Ils ont failli fléchir. Merci, ai-je murmuré. Ne me remerciez pas, a répondu Madame Leroy. Un soupçon de regret. Dans son ton. Le système. Il a jugé. Trop vite. Dans votre cas. Mais, a-t-elle continué. Nous aimerions discuter. Des services de soutien volontaire. Des programmes. Qui pourraient aider à prévenir des situations similaires. À l'avenir. Le docteur Antoine Chevalier s'est avancé. J'ai justement parlé à Madame Dubois du nouveau programme périscolaire au centre communautaire. Oui, c'est sur ma liste de recommandations. Madame Leroy a hoché la tête. Puis elle a hésité. Avant d'ajouter. Madame Dubois, je tiens à vous dire que ce cas, il a été instructif. Pour notre service. Nous sommes formés à rechercher certains schémas. Mais parfois, nous manquons la vue d'ensemble. L'aveu. Clairement difficile pour elle. Il a été interrompu par une agitation venant de la chambre d'Émilie. Une alarme de moniteur. Elle a retenti. En voyant le docteur Chevalier se précipiter à l'intérieur. Avec une infirmière. Juste derrière. Sa fièvre monte en flèche, a rapporté l'infirmière. Tandis que moi. Et les autres. Nous nous pressions. Dans l'encadrement de la porte. 39,9. Et ça monte. Le 102.3 Fahrenheit égale 39.05 Celsius, donc 39.9 est crédible et alarmant, infection post-chirurgicale probable, a-t-il murmuré. Le docteur Chevalier. Il a agi. Avec une précision urgente. Examinant Émilie. Qui s'était réveillée. Désorientée. Et rouge. A commencé des antibiotiques à large spectre. Immédiatement. Je me suis précipité. Au chevet de ma fille. Émilie, je suis là. Le docteur. Il t'aide. Les yeux d'Émilie. Vitreux. De fièvre. Ils ont trouvé mon visage. Ça fait encore mal, maman, a-t-elle gémi. Le compagnon. Il est en colère. Parce qu'ils ont emporté sa maison. Tandis que l'équipe médicale. Elle travaillait rapidement. Autour de nous. Je tenais la main d'Émilie. La terreur. Remplaçant le soulagement. Que j'avais ressenti. Quelques instants auparavant. Juste quand nous avions franchi un obstacle. Un autre apparaissait. Peut-être encore plus dangereux. Que le précédent. Le docteur Chevalier. Il a croisé mon regard. Au-dessus du lit d'Émilie. Son expression. Sérieuse. Mais ferme. Nous l'avons attrapée tôt, m'a-t-il rassuré. Mais elle aura besoin de soins spécialisés. Pendant les prochaines 24 heures. Chaque minute compte. La bataille pour la garde. Elle était peut-être terminée. Mais la lutte pour la santé d'Émilie. Elle venait d'atteindre sa phase la plus critique. L'unité de soins intensifs pédiatriques. C'était un monde de voix feutrées et de bip doux.
où le temps semblait s'étirer et se contracter de manière imprévisible. L'infection d'Émilie. Elle avait déclenché une cascade de préoccupations. Et pendant 18 heures, je n'avais pas quitté le chevet de ma fille. Les antibiotiques. Ils coulaient régulièrement dans la perfusion d'Émilie. Tandis que les infirmières, elles venaient toutes les heures vérifier les signes vitaux et changer les compresses rafraîchissantes. Sa fièvre baisse, a noté le docteur Antoine Chevalier. Pendant la tournée du matin, il étudiait le graphique avec un soulagement évident. 39 à 38,0. Depuis minuit, les cultures montrent que nous avons la bonne combinaison d'antibiotiques. Les yeux brouillés par ma veille, j'ai réussi un sourire reconnaissant. Quand saurons-nous quelle est hors de danger? Si sa température se normalise d'ici ce soir, je serai beaucoup plus confiant, a-t-il répondu. Et Émilie montre une résilience remarquable. Comme si elle entendait son nom. Émilie s'est agitée. Ses yeux. Ils se sont ouverts. Maman, Miranda est là. J'ai lissé les boucles humides de ma fille. Madame Lefebvre la porte. Cet après-midi. Mon cœur, comment te sens-tu? Mieux. Pas si chaud. Le regard d'Émilie. Il a dérivé vers la fenêtre, où le soleil du matin entrait à flot. J'ai rêvé de mon compagnon de ventre. Ce n'était pas vraiment un monstre. Il était juste perdu et effrayé. Comme moi parfois. L'observation simple. Délivrée. Avec l'honnêteté non filtrée d'un enfant. Elle a attiré l'attention de tout le monde. Dans la pièce. Le docteur Antoine Chevalier. Il a interrompu ses notes. L'infirmière. Vérifiant la ligne intraveineuse. Elle a levé les yeux. Avec des yeux adoucis. Vous savez quoi, Émilie, a dit le docteur Chevalier. Doucement. Se rapprochant de son lit. C'est une façon très sage de penser. Parfois nos corps. Ils réagissent aux choses. Parce qu'ils essaient de nous protéger. Même si cela ne fait pas du bien. Émilie a hoché la tête. Sérieusement. Comme quand on a de la fièvre. Pour combattre les germes. Exactement comme ça, a-t-il souri. Impressionné par sa compréhension. Un coup à la porte. Il a annoncé Madame Simone Lefebvre. Qui est entrée. Portant Miranda. La poupée. Et un petit sac cadeau coloré. Voici notre fille courageuse, s'est-elle exclamée. Plaçant Miranda. Soigneusement. À côté d'Émilie. Et regarde. Qui j'ai trouvé. Qui t'attendait. Le visage d'Émilie. Il s'est illuminé. Quand elle a serré la poupée usée. Miranda, tu m'as tellement manqué. Elle s'est penchée près de l'oreille en plastique de la poupée. Murmurant. Ne t'inquiète pas. Je ne te nourrirai plus. À mon ventre. Ce n'était pas bon. Ni pour l'un. Ni pour l'autre. Cet aveu innocent. Il a apporté des larmes. À mes yeux. Des larmes de soulagement. D'épuisement. Et la reconnaissance douce amère. De la sagesse grandissante. De mon enfant. Né d'une expérience difficile. Alors qu'Émilie se rendormait. Serrant Miranda. Contre sa poitrine. Le docteur Antoine Chevalier. Il m'a fait signe. Dans le couloir. Où maître Sophie Laurent attendait.
Avec des nouvelles. La directrice du centre communautaire a appelé, a dit maître Laurent. Chaleureusement. Et ils ont non seulement approuvé Émilie. Pour le programme périscolaire. Avec une bourse complète. Mais ils vous ont également offert. Un poste d'assistante coordinatrice de programme. Des horaires flexibles. Des avantages. Et Émilie. Elle peut être avec vous. Au travail. Ma main. Elle s'est portée. À ma bouche. Incrédule. Comment est-ce possible? Le docteur Chevalier a souri. Il semble que l'histoire d'Émilie a touché plus de cœurs que vous ne l'imaginiez. Le conseil d'administration de l'hôpital. Il a passé quelques appels. La communauté. Elle s'est mobilisée. Pour la première fois depuis des années. J'ai senti le poids de l'isolement se lever de mes épaules. Le chemin. Il n'était pas terminé. La guérison d'Émilie. Elle prendrait du temps. Et reconstruire nos vies. Cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois. Le chemin à parcourir. Il semblait navigable. L'histoire de Sarah Dubois, cette mère courageuse de Sainte-Marie-sur-Loire, se termine ici. Que pensez-vous des décisions de Sarah face à l'adversité, face au jugement hâtif? Auriez-vous agi différemment à sa place, vous qui avez peut-être traversé des épreuves similaires? Partagez vos réflexions, vos émotions, vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toujours, chaque mot, chaque témoignage, un par un. Votre voix est précieuse. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou simplement ressentir la force des liens humains, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un que vous savez sensible à ces récits de vie, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune des prochaines confidences. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être votre propre voix que j'écouterai, celle qui murmurera les secrets d'un cœur qui attend à partager.